Chers auditeurs, bonjour, Philippe Pichot-Bravard. La dénonciation des discriminations est aujourd'hui l'une des armes dialectiques les plus efficaces pour mener à son terme ce changement de civilisation qu'appelle de ses voeux l'oligarchie qui nous gouverne. Le procès en discrimination est désormais l'argument d'autorité qui permet de paralyser le contradicteur, de le disqualifier, d'ôter à son discours toute légitimité. Dans La démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville a magistralement décrit le phénomène de la pensée conformiste. La majorité, explique-t-il, trace un cercle autour de la pensée. À l'intérieur, l'homme est libre, mais gare à lui s'il en sort. Il n'a à craindre ni la mort, ni la prison, ni la torture, ni la confiscation de ses biens, mais de ce jour, il devient un étranger au milieu des siens. Il est banni hors de la cité. Nous pouvons dire que la notion de discrimination est l'une des cordes qui permet aujourd'hui de discriminer les pensées et les paroles permises des pensées et des paroles interdites. L'une des cordes qui dessine ce cercle des pensées admises. Elle est l'un des moyens les plus efficaces de disqualifier tous ceux qui dérangent. Comme tous les autres termes du vocabulaire idéologique révolutionnaire, cette notion n'a pas dans la bouche de ceux qui l'emploient le même sens que pour les oreilles de ceux qui l'entendent. Au sens premier, le mot discrimination désigne l'action de discerner, de distinguer les choses les unes des autres avec précision. Dans le sens couramment employé aujourd'hui, elle désigne le fait de séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal. Le mot discrimination supporte ici un solide soupçon d'injustice. Ainsi, le seul fait de distinguer des êtres dont la situation est objectivement différente et nécessite en toute justice un traitement différent est assimilé à une injustice. Dans le même temps, a été forgé le concept de discrimination positive qui permet de réserver un traitement privilégié à certaines catégories artificiellement créées au détriment des autres, lesquels supportent ainsi une injustice, un mauvais traitement objectif. Tandis que, dans le même temps, par ce biais, se trouvent incidemment réintroduits les concepts mêmes que l'on prétend officiellement combattre. Dans le discours officiel, les grands ancêtres des Lumières sont régulièrement convoqués pour apporter leur caution historique et morale à cette croisade antidiscriminatoire. Là encore, la manipulation est complète. Dans son dernier livre, tout chaud sorti des presses, le professeur Xavier Martin décrit l'omniprésence de l'idée de discrimination dans le sens courant du terme, dans les écrits des hommes des Lumières et de leurs héritiers reconnus et leurs héritiers cachés encore que bien réels. Son livre s'intitule « Naissance du sous-homme au cœur des Lumières », les races, les femmes, le peuple, naissance du sous-homme au cœur des Lumières, publié aux éditions Dominique Martin-Morin. Les fidèles lecteurs de Xavier Martin y retrouveront avec joie et avec intérêt tous les ingrédients qui font le succès de ces livres, une documentation abondante, rigoureusement référencée, un style ciselé et un humour ravageur qui met agréablement en valeur son érudition profonde. Alors que la liberté de parole est de plus en plus restreinte dans notre pays, ce livre apparaît comme un remède salutaire contre le poison relativiste de la dialectique officielle. Alors, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir le professeur Xavier Martin pour parler de son livre. Bonjour professeur. Merci de votre invitation. Alors, est-il encore utile de vous présenter? Les auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes professeur émérite des universités. Vous avez enseigné l'histoire du droit, l'histoire des idées politiques à l'université d'Angers. Et depuis une vingtaine d'années, vous avez publié plusieurs livres, une huitaine de livres. Au moins, oui. Une huitaine de livres consacrés à la pensée des Lumières, à la genèse du Code Napoléon, aux mentalités au XVIIIe et au XIXe siècle,
et aux malentendus historiographiques qui entourent l'étude de ces courants de pensée. Et puis, pour m'accompagner, j'ai également à mes côtés Thibaut Corsaire. Bonjour Monsieur Pichou-Bravard, merci encore de m'inviter. Qui est le rédacteur en chef du Rouge et le Noir, gazette catholique bien connue des auditeurs de Radio Courtoisie. Tout à fait. Alors, à l'origine de ce livre, Naissance du sous-homme au cœur des Lumières, les races, les femmes, le peuple, il y a un colloque interdisciplinaire consacré aux discriminations, colloque qui avait eu lieu à Angers il y a 2 ans et demi, en octobre 2011, et auquel vous aviez été invité à intervenir pour présenter ce thème des discriminations dans une perspective historique. On m'avait demandé la communication d'ouverture du colloque sur les Lumières. Donc, je me suis exécuté avec une certaine réticence, au moins d'apparence. Pas seulement d'apparence, parce que je savais que si j'ouvrais ce dossier, j'allais être amené à ne pas me contenter de publier le texte de la communication dans les actes du colloque, ce qui est déjà fait, mais l'élan pris allait m'obliger à confectionner quelque chose de beaucoup plus considérable, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec la naissance de ce livre, qui est le plus volumineux de ceux que j'ai consacrés à toutes ces questions depuis maintenant une 20aine d'années, et dans lequel, évidemment, je brasse encore beaucoup de choses que j'avais déjà plus ou moins diversement abordées, mais où je me suis efforcé de partir de plus loin, d'aller davantage aux racines, et puis d'aller aussi davantage aux conséquences, en m'en prenant plus directement à une certaine partie de l'historiographie actuelle, ce que je ne faisais que d'une manière occasionnelle et indirecte d'habitude. Oui, là, il y a ce volet d'analyse historiographique qui est très, très développé dans votre livre. Oui, mais il y a un chapitre. Il y a un chapitre sur les 5 qui est consacré à prendre en faute, disons-le gentiment, une partie importante de l'historiographie actuelle qui impute à de prétendus anti-lumières un certain nombre d'horreurs réelles, de choses extrêmement regrettables, qui, d'une manière qui me paraisse absolument évidente, viennent non pas d'anti-lumières imaginaires, mais des lumières directement. Alors, aussi douloureux qu'il soit de le dire. Alors, le thème de votre livre, c'est d'une part le constat d'une propension puissante des hommes des Lumières et de leurs héritiers à sous-humaniser de vastes catégories de personnes, et plus particulièrement les ethnies exotiques, le sexe féminin et le peuple. Oui. Ce qui finalement représente tout bien pesé, presque tout le monde, à l'exception des philosophes. On peut le dire, et ça paraît invraisemblable, mais c'est tout de même très largement vrai. J'ai consacré donc, après un chapitre introductif sur lequel nous reviendrons sans doute un peu, qui pose les bases, les principes de cet état d'esprit des philosophes. J'ai consacré un chapitre à la sous-humanisation des ethnies exotiques, un autre à la sous-estimation de ce qu'ils appellent l'espèce féminine, et un troisième à la sous-humanisation de ce qu'ils appellent, non pas de ce qu'ils appellent, mais de ce que j'ai appelé tout simplement le peuple en général. C'est effectivement, si on défalque toutes ces catégories, il ne reste plus grand monde. Et ça correspond à une vision hyper élitiste des philosophes.
Parce qu'on voit dans certaines citations, lorsqu'il est question du peuple, que même les petits notables des campagnes, les baillis de village ou les procureurs, même les boutiquiers des villes, c'est objectivement la petite bourgeoisie des villes, est rangée dans ce peuple qui est regardé avec beaucoup de mépris. Oui. Alors les paysans ont évidemment un traitement spécifique et leur sous-humanisation est, je dirais, plus systématique. Elle est tellement systématique que souvent on les oublie. On parle du peuple, on énumère et les paysans ne sont pas présents. Mais il est vrai que le petit peuple des villes, et quelquefois ça monte jusqu'au moyen peuple, dans des circonstances qui ne sont pas rares, est lui aussi très très nettement sous-humanisé, avec des mots très très caractéristiques. Alors, à l'origine de cette propension que vous décrivez, avec de très nombreuses, très abondantes, très riches références, à l'origine, il y a un postulat philosophique dont il faut dire quelques mots pour bien camper les choses. Et ce postulat, c'est celui d'une conception nominaliste de l'homme. Oui, alors une vision nominaliste des choses en général, que, à vrai dire, sauf quelques exceptions, si tout de même dans l'encyclopédie de Diderot, et sous la plume de Diderot, on trouve mention de cela, mais il n'y a pas de long développement. À ce sujet, les philosophes sont nominalistes, c'est-à-dire que pour eux, les mots ne renvoient pas à des essences. Les mots renvoient à des individualités. Et par exemple, le mot homme, puisque nous sommes sur ce mot-là, désigne certaines catégories d'individus qui présentent une apparence corporelle qui n'est pas besoin de préciser, mais ce mot ne recouvre pas une nature humaine, une essence humaine. Et c'est pourquoi il n'y a pas de frontière décisive entre les animaux qu'on appelle hommes, et j'emploie cette expression à dessein puisque les animaux qu'on appelle hommes, c'est une expression typique des Lumières. Il n'y a pas de frontière nette entre ces animaux qu'on appelle hommes et le reste de l'animalité, et spécialement parmi les animaux, de ceux qui s'éloignent le moins par leur apparence physique de l'homme. Et c'est à l'origine évidemment de beaucoup d'inconvénients pour la dignité humaine. Et ça contribue à expliquer ce que nous disions tout à l'heure, c'est que des catégories vont être clairement mises, sinon du côté des animaux, du moins dans une catégorie intermédiaire, ou à tout le moins vont être l'objet d'un doute. On ne sait pas trop où les mettre, et le curseur se promène, et les seuls qui sont vraiment des hommes à 100% et 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année, ce sont les philosophes, c'est certain. Alors j'ai noté, entre autres citations, cette citation de Diderot que vous citez, page 20, « Nos idées générales ne sont que des méthodes artificielles, que nous nous sommes formés pour rassembler une grande quantité d'objets dans le même point de vue ». Là, on voit bien l'adhésion de Diderot. Je dirais que c'est la phrase de Diderot la plus philosophique sur le sujet. Nos idées générales, c'est-à-dire les concepts, ne sont que des moyens commodes de regrouper des individualités, parce que il faut bien que le langage fonctionne quand même, mais ça ne renvoie pas à une essence. Ça ne renvoie pas à une essence, et ça ne renvoie pas en l'occurrence, s'il s'agit des hommes, ça ne peut pas renvoyer à une nature humaine. Alors, ça présente deux conséquences. La première, justement, de nier l'existence d'un genre humain, cette unité du genre humain, et de l'autre, d'amener à reconstituer
la réalité animée en créant des catégories artificielles. Oui, bien sûr. Et là, on est d'ailleurs au cœur de problèmes très contemporains. Très contemporain. Le contemporain affleure sans cesse. La plupart du temps, je n'éprouve pas le besoin de le préciser parce que je pense que ça sautera aux yeux du lecteur, ça va de soi. Dans mon dernier chapitre, où, comme je le disais tout à l'heure, je prends à partie un peu plus directement, quoique beaucoup de ménagement, j'espère, mais pas trop quand même. L'historiographie contemporaine, je suis un peu plus explicite sur les retombées contemporaines de certaines choses. C'est évident. Alors, à propos de cette atténuation de la frontière entre humanité et animalité, atténuation très forte, j'ai relevé notamment de Diderot, « L'homme et l'animal ne sont que des machines de chair ou sensibles », citation que vous donnez, page 26, ou encore de Restif de la Bretonne, « La nuance de l'homme au singe est presque insensible, le singe est un homme inférieur, moins parfait », page 38. Deux citations qui illustrent bien le climat. Voilà, c'est le climat. C'est cette conviction qui est une conviction un peu vague, puisqu'on ne sait pas trop où mettre le curseur. Le curseur se promène, et c'est assez largement une question d'humeur, puisqu'il se promène même sous la plume du même auteur. C'est une vision générale des choses à ce moment-là. Alors, au cœur de tout cela, il y a une question qui est très présente chez tous ces auteurs, que ce soit dans les œuvres qu'ils ont publiées, dans les articles de l'encyclopédie, dans certains traités de Voltaire, de Diderot, ou Mémoires, ou dans leur correspondance privée. Il y a cette question, finalement, qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? C'est la question... et la réponse qu'ils apportent à cette question est une réponse assez étonnante. Oui, on n'est pas... chacun est libre, chacun des gens intelligents que sont les philosophes, voit les choses à sa manière. Et en dernière analyse, l'humanité pleine, elle n'existe que chez les philosophes, et elle existera chez les gens du peuple qui accepteront de se laisser humaniser, hominiser par la propagande philosophique et puis la propagande révolutionnaire, puisque tout ça va déboucher très rapidement, évidemment, sur l'omnipotence du législateur révolutionnaire dans ce domaine-là. Dont le caractère, dont l'exorbitance des prétentions est législative et dans le droit fil de l'exorbitance des prétentions intellectuelles des philosophes. C'est très net. Alors, effectivement, et dans les moments un petit peu délicats, un petit peu violents, cette question sur qu'est-ce que l'homme, ce regard subjectif, ces catégories que l'on crée, auront des conséquences tout à fait redoutables. Oui. Monsieur le professeur Martin, c'est notamment ce qu'on peut voir dans l'un de vos ouvrages consacrés aux droits de l'homme et à la Vendée, où l'on voit les conséquences pratiques de cette idéologie qui, lorsque les fils des Lumières vont arriver au pouvoir et pourront mettre en œuvre ces politiques qu'ils ont découvertes dans les livres des philosophes, on verra que ces gens-là, ces terroristes, arriveront justement à discriminer entre différentes catégories de la population, et notamment l'exemple sur lequel vous vous attardez, c'est celui du Vendéen, celui notamment du paysan de Vendée militaire, qui pâtit d'abord de la conception terriblement urbaine des philosophes qui ont un mépris terrible pour le paysan qui est proche des bêtes, qui d'ailleurs est bête, donc peut-être est-il une bête, et on voit la conséquence législative avec au plus haut sommet de l'État cette décision
terrible d'éliminer une partie de la population, non pas seulement pour ce qu'elle fait ou ce qu'elle pense, mais aussi pour ce qu'elle est. D'où le génocide vendéen qui ensuite a été étudié par Monsieur Reynald Secher. Oui, alors vous avez tout à fait raison. C'est une évidence au vu du dossier. Je me permets d'y revenir dans ce nouveau livre sur la question vendéenne. Enfin, je ne la développe pas beaucoup puisque j'ai consacré déjà ce livre à cette question. La vision arbitraire de l'humanité et la négation arbitraire, la tendance arbitraire à nier l'humanité chez de larges tranches de population, et notamment chez le peuple, et notamment chez les paysans, est à l'origine de la facilité avec laquelle on élimine massivement des populations, y compris des populations de non-combattants en Vendée. C'est certain, le Vendéen n'est pas un homme. Le Vendéen est un être incertain entre l'animalité et l'humanité, au mieux. Et il est plus qu'évident qu'on ne va pas lui accorder les droits de l'homme, puisqu'il les refuse. En refusant la Révolution, il paraît refuser les droits de l'homme, donc il paraît confirmer qu'il n'est pas un homme. Toute cette espèce de mayonnaise idéologique prend bien. Et on a là un ressort majeur de ce qui se passe, des choses dramatiques, pour employer un terme relativement modéré, qui se passe en Vendée. Alors dans ce livre auquel vous faites allusion, sur les droits de l'homme et la Vendée, puis j'y reviens un peu évidemment ici, en mettant pas seulement en parallèle, mais en entremêlant les propos des philosophes des Lumières, les propos des terroristes à Paris et les propos des exécutants dans l'Ouest, sur le terrain, on est vraiment dans le même monde intellectuel. On est dans le même monde intellectuel. Alors ça, certains ont du mal à l'admettre, il ne faut pas le dire, parce que les Lumières, c'est les droits de l'homme, etc. En l'occurrence, la réalité de la négation de l'humanité chez la plupart des êtres humains, qu'il faut bien appeler humains, qui est au cœur de la philosophie des Lumières, je le répète, naissance du sous-homme au cœur des Lumières, eh bien, elle justifie tout à fait le massacre. Le massacre n'est pas contraire, il n'est pas contraire aux droits de l'homme révolutionnaire, en ce qu'il est conforme à l'image de l'homme qui est à la base des droits de l'homme révolutionnaires. À bien des égards, on a là un trait commun de toutes les expériences totalitaires, c'est-à-dire tous ceux qui refusent le bonheur obligatoire sont des sous-hommes. Ces sous-hommes ne valent pas mieux que les bêtes, et leur élimination, facilitée par l'ambiance matérialiste, doit en libérer le monde nouveau en construction. Tout à fait. Et puis, d'ailleurs, le refus du bonheur obligatoire, comme vous dites, est interprétable comme un signe de folie, puisqu'il il faut être fou pour refuser d'être heureux. Donc, le fait même qu'on croit apporter le bonheur à ces gens-là, et qu'ils paraissent refuser ce bonheur, puisqu'en fait, ils refusent toutes les manipulations et les vexations dont ils sont l'objet, jouent en leur défaveur, contribuent à dégrader leur image, puisqu'ils ne veulent pas être heureux. Et en ne voulant pas être heureux, en plus, eh bien, ils empêchent toute la population d'être heureuse, parce que c'est un bonheur qui, comme dans toute utopie, ne se conçoit qu'unanime. Il y a unanimité, il y a bonheur unanime ou il n'y a pas bonheur. Donc, éliminer ceux qui refusent d'être heureux et qui en même temps retardent le bonheur de tout le monde, ça n'est qu'une décision, ça n'est qu'un comportement
rationnelle. Et j'aime bien dire à propos de Robespierre, Robespierre qui est un des très rares constituants à s'être déclaré ouvertement contre la peine de mort. Et qui ensuite s'est illustré dans des circonstances où on ne peut pas dire qu'ils paraissent si opposés à la peine de mort. J'ai coutume de dire, et ça n'est pas par pur goût du paradoxe, que la position de Robespierre est cohérente, ça n'est pas contradictoire. Il n'est pas contradictoire parce que pour qu'existe la société parfaite sans peine de mort, il n'y a pas 36 solutions, il faut commencer par éliminer ceux qui empêchent cette société de naître. Voilà, c'est tout simplement, c'est comme ça. Le caractère, j'y reviendrai peut-être je ne parle pas d'aujourd'hui, mais j'y reviendrai peut-être dans un autre livre, le caractère fondateur de la Révolution explique énormément de choses, et donne une explication rationnelle à des comportements qui paraissent contradictoires avec un enthousiasme de l'homme sur les Lumières, avec un goût pour les droits de l'homme, etc. Le caractère fondateur, tous ceux qui refusent de monter dans le train qu'on est en train d'affréter, il faut les éliminer, il n'y a pas le choix, parce que c'est purement logique. À propos de ce caractère fondateur, vous citez à un endroit du livre Mirabeau disant c'est maintenant que nous commençons l'histoire des hommes. Il nous est permis d'espérer que nous commençons l'histoire des hommes. Eh bien, nous commençons l'histoire des hommes. Bon, ce mot peut très bien passer. Il est prononcé je crois que c'est le 27 juin 1789. Si c'est pas le 27, c'est le 20 ou le 23. Je ne sais plus exactement. Mais à un moment clé, la Révolution est en train de commencer. Ce mot, apparemment, personne n'y fait attention. Ce mot a un sens très précis. Il nous est permis d'espérer que nous commençons l'histoire des hommes. Bon, outre l'espèce d'orgueil complètement délirant qu'il y a derrière cette phrase-là. Enfin, nous, les petits députés aux États généraux de Versailles. C'était Assemblée nationale. Assemblée nationale, depuis quelques jours, nous commençons l'histoire du genre humain. Ça, c'est complètement absurde. Mais outre ce caractère, donc, absurde à un degré délirant, ça a un sens très précis. Ça veut dire que ceux qui refuseront de venir avec nous, de se plier au mouvement que nous lançons, refuseront d'être des hommes, puisque nous allons commencer, si nous commençons l'histoire des hommes, ceux qui commencent pas avec nous n'accèdent pas à l'humanité. Et il dit même aussi, peu de temps après, il faut que tous les hommes soient hommes, et il faut mettre à l'écart de la société ceux qui refusent de le devenir. On ne peut pas être plus confirmatif de ce que je viens de donner comme exégèse. Une parenthèse, il dit ça à propos des Juifs, en la circonstance. Vous écoutez Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Philippe Pichot-Bravard reçoit le professeur Xavier Martin pour évoquer son tout dernier livre, Naissance du sous-homme au cœur des Lumières, en compagnie de Thibaut Corsaire, le rédacteur en chef du Rouge et le Noir. Alors, il y a trois catégories que vous isolez dans votre livre, et la première de ces catégories, ce sont les ethnies exotiques, populations lointaines, dont certaines d'entre elles, toujours les mêmes d'ailleurs, il est peu question des sujets de l'empereur du Japon, mais il est souvent question des Lapons, des Hottentots, des Africains. Certaines de ces populations sont clairement déshumanisées. Oui. Sous-humanisés, oui. Les Africains sont particulièrement mal considérés. D'une manière générale, toutes les ethnies que l'on peut dire de couleur. Vous avez fait allusion à l'Asie. C'est vrai que l'Asie du Sud-Est n'est pas présente dans leur univers mental
de philosophes des Lumières. Je ne dis pas qu'il n'en parle pas quelquefois, etc., mais pas sous l'angle qui nous intéresse, pas sous l'angle anthropologique qui nous retient ici. Les gens de couleur sont très mal considérés, et il y a des catégories plus mal considérées que les autres encore. Il y a ce qu'ils appellent le rebut de l'espèce humaine, les Hottentots, et les Lapons, à quoi se joignent quelques autres ethnies incidemment, qui sont pas forcément bien distinguées des Lapons ni des Hottentots. Là, ce qui est intéressant de relever, c'est que ces attaques sont souvent extrêmement grossières contre ces ethnies. Elles ne sont pas contenues exclusivement dans des lettres envoyées à des particuliers. Elles figurent dans des traités qui ont été publiés. Oui. Ce sont des prises de position publiques. Oui, ce sont des prises de position publiques parce que ça semble aller de soi, et ça s'exprime avec une très large bonne conscience, parce que précisément ça va de soi. Que ces gens-là, selon leur apparence extérieure, et je dirais, à la décharge des philosophes, ils n'en avaient pas beaucoup rencontré dans leur vie, les philosophes étaient tributaires de récits de voyageurs, qui étaient plus ou moins fantasmés, il y a ça aussi. Eh bien, ces gens-là sont considérés comme des êtres vraiment au-dessous de l'humanité, mais ça va de soi, ça... Il arrive même parfois que certaines catégories d'animaux soient placées au-dessus. Ah, ça arrive. Alors même Voltaire parfois le fait, parfois apparemment par plaisanterie, parfois sans souci de plaisanter. Même quand il le fait par plaisanterie, ça n'est quand même pas neutre. Oui, aujourd'hui, ça pourrait lui coûter cher. D'autant que ce ne sont pas des plaisanteries ponctuelles, ce sont des choses récurrentes, fréquentes. Oui, il aime beaucoup. Oui, il aime le comique de répétition. Il y a du mépris, puisqu'il tient quelque chose à mépriser, il en use et en abuse. Mais ça tient à son tempérament. Alors, ce qui est curieux, c'est que, alors même qu'il s'agit de positions publiques dans des ouvrages qui figurent dans les œuvres complètes, et pas simplement dans les correspondances, les historiens des lettres qui s'intéressent à tous ces auteurs, pour la plupart d'entre eux, n'en disent rien, ou feignent de ne rien savoir, ou relativisent une formule. Oui. Ce parti pris est très curieux. Oui, mais il n'est pas... Je ne vais pas dire qu'il est usuel de n'en rien dire, mais on passe assez vite là-dessus, avec une indulgence assez étonnante, si on veut bien choisir d'être étonné. Il est vrai que la masse de choses que j'ai tenté de mettre en lumière dans ces pages, et quand je dis la masse de choses, c'est la masse de propos, de citations, que j'ai essayé de mettre en lumière ainsi d'établir dans leur cohérence, permettent de s'étonner tout de même que les Lumières continuent de passer pour avoir une anthropologie très riche, très élevée, très 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 optimiste, etc. On est vraiment dans le mythe, dans l'erreur, le mensonge certainement en partie, notamment chez les grands spécialistes qui ne peuvent pas ne pas avoir lu. Alors, il y a quelques exceptions parmi ces grands spécialistes, exceptions que vous citez. Je pense notamment à Léon Poliakov, qui, en son temps, avait souligné le fait, en s'étonnant de la même manière que vous, de ce silence de l'historiographie. Oui, Léon Poliakov, alors en son temps, c'est pas si éloigné que ça, je ne sais plus quelle est la date à laquelle Léon Poliakov a quitté ce monde, mais je dirais ça doit être pendant les années 90, donc c'est quand même relativement récent. Il est vrai que Léon Poliakov, c'est d'ailleurs sa lecture qui avait attiré mon attention là-dessus, à parler de ces choses-là sans
sans précaution inutile. Avec une certaine insistance, en restant sur une documentation relativement mince tout de même sur tout ça. Je veux dire, par rapport à toute la masse de textes que l'on peut trouver là-dessus. Ça n'était pas son objet principal. Son objet principal, c'était l'antisémitisme. Et c'est donc d'une manière incidente qu'il en est venu à parler de cette sous-humanisation des ethnies exotiques, mais il est des très rares qui ont courageusement et avec un petit sourire d'étonnement parlé de ces choses-là. Et peut-être à cet égard, pouvons-nous établir un parallèle avec deux grandes figures de la Troisième République, à savoir Jules Ferry et Léon Blum. Alors pour Jules Ferry, on a forcément en mémoire l'école publique, républicaine, gratuite. Et pour Blum, c'est le Front populaire victorieux contre tous les fascismes. En oubliant précisément que ces deux grands hommes de la Troisième République ont cautionné la politique de colonisation au nom justement de cette différence entre les races supérieures d'une part, les races inférieures d'autre part. Et pour autant, le silence des historiens est assourdissant à ce sujet, en tout cas aux yeux des quelques lecteurs qui ont vu justement que ces deux grands hommes avaient tenu des propos qui aujourd'hui pourraient leur valoir les foudres des tribunaux et des associations autorisées. Oui, alors c'est vrai. Jules Ferry surtout, et puis Léon Blum incidemment, mais j'ai jamais dépouillé les propos de Léon Blum, donc cet incidemment, est peut-être imprudent. Parle, ce sont les expressions qu'ils emploient en termes de race supérieure et de race inférieure. Et il y a la phrase fameuse de Jules Ferry sur le droit des races supérieures à conquérir les races inférieures parce qu'elles ont le devoir de les civiliser. Et une phrase qui n'a pas été prononcée au fumoir après un dîner un peu arrosé, mais à la tribune de l'Assemblée. Vous avez tout à fait raison. Et avec les applaudissements de larges tranches. De la gauche, c'est toujours la gauche. La gauche et le centre, si je me souviens bien d'ailleurs. On voit ça dans les comptes rendus parlementaires. Et je me souviens même qu'il y avait applaudissements à gauche. Protestation à l'extrême droite. Ce qui est logique. Et alors, je dirais tout de même que à cet égard, la vérité sur Jules Ferry, elle s'est frayé un chemin ces derniers temps, mais c'est très récent. Hein. Oui. Je dirais depuis 1 an ou 2, la chose a fini par émerger, et je pense que les nouveaux moyens de diffusion de l'information n'y sont pas pour rien. Mais je cite aussi, parce que j'ai trouvé ça un peu piquant, de Jules Ferry, je vais le citer de mémoire, à propos de l'Algérie, Jules Ferry disant à la tribune de l'Assemblée, à propos des Algériens, la France n'a jamais exterminé de race inférieure. Ce qui est un bon point, effectivement. Oui, mais il est quand même curieux d'être obligé de le dire. Oui, il manquerait plus que ça. C'est mon commentaire, il manquerait plus que ça. Oui. Je me souviens de votre commentaire, effectivement, il ne manquerait plus que cela. Alors, parmi les catégories de population qui sont maltraitées par les auteurs des Lumières, il y a aussi les Juifs. De la part de Voltaire en particulier, il y a quelques charges très très dures, très agressives. À propos de Voltaire a quelques charges très dures, très agressives à l'égard des Juifs également. Ah oui, il y a ce problème-là. La question des Juifs, je suis amené à l'évoquer. Je ne l'évoque pas frontalement parce qu'il ne me semble pas que la sous-humanisation, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de Mirabeau, que la sous-humanisation par la pensée des Lumières touche fortement les Juifs. Il y a simplement une haine. Il y a une haine sans mesure des Juifs chez certains philosophes, notamment Voltaire, qui l'amène Voltaire à animaliser les Juifs, mais à les animaliser à titre d'insulte.
plus qu'à les animaliser pour remettre en cause l'humanité en eux. C'est du moins l'impression que j'ai. Il peut lui arriver, en jouant à ce jeu, d'aller un petit peu plus loin tout de même. Hein. Mais comme je me défie de la surinterprétation, je lui fais crédit. Et donc, la sous-humanisation des Juifs n'est pas le fait directement des Lumières. Ce qui est vrai, c'est qu'à partir de la fin du 19e et au 20e siècle, la sous-humanisation des Juifs, cette fois-ci, va reprendre et utiliser la logique sous-humanisante des Lumières. Et c'est le même principe anthropologique qui est derrière à ce moment-là. Oui, vous citez notamment l'exemple d'un ancien député de la Troisième République, qui était très, très bien installé sous la Troisième République, oui. Qui, sous l'occupation, a apporté sa contribution aux agressions contre les Juifs, la plume à la main, qui a d'ailleurs été condamné après la guerre, qui est Henri Labroux, oui. Ancien député radical socialiste, etc. Ancien franc-maçon, enfin, qui avait coché il avait tout à son palmarès. Et qui, à l'appui de ses propos, se réfère ouvertement à ses auteurs. Il a publié un Voltaire anti-juif sous l'occupation. Et des phrases de Voltaire, paraît-il, ont été affichées dans Paris par la propaganda Staffel, qui ignorait probablement, qui aurait été très étonné d'apprendre qu'un des pseudonymes de Voltaire dans ses lettres d'Allemagne était Goebbels. Mais je ne veux pas donner une importance excessive à ce rapprochement, évidemment, mais il est difficile de ne pas le noter comme une curiosité. Je parle de ça, pourquoi ? Parce qu'un historien actuel et que je prends à partie, j'évite en général, mais là j'ai pas pu faire autrement. Un historien actuel dans un livre scientifiquement plein de crédit, je dirais, plein de crédit. Excusez-moi, plein de crédit au singulier. Entendons-nous bien, c'est pas péjoratif du tout. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais a prétendu, pour sauver l'image des Lumières, que les antisémites du 19e et du 20e siècle n'avaient jamais recouru aux précédents de Voltaire, ne s'étaient jamais recommandés de Voltaire. Et c'est faux à un degré phénoménal, et donc je me suis occupé du cas de ce monsieur-là pendant plusieurs pages, et c'est comme ça que, pour finir, j'en suis arrivé à l'époque la moins ancienne que j'aborde dans mon livre, qui est l'époque de l'occupation que j'évoque à ce moment-là, et où on voit à quel degré il est faux que les antisémites ne se soient jamais recommandés de Voltaire, puisque c'est ce monsieur qui s'est fait créer une chaire d'antisémitisme à la Sorbonne, une chaire d'histoire du judaïsme, qui était une chaire d'antisémitisme à la Sorbonne, a publié un Voltaire anti-juif, qui est un concentré de toutes les insanités, toutes ou presque toutes, pas celles de la correspondance, mais presque toutes, me semble-t-il, autrement que Voltaire a pu dire sur les Juifs. En ne retenant pas toujours le pire dans les passages qu'il cite, d'ailleurs. Alors, avant de nous intéresser aux autres victimes de cette sous-humanisation, on peut peut-être relever que les ethnies exotiques n'ont pas donc, le monopole. Il y a également les femmes, il y a les peuples, et ce qui est marquant, c'est que dans ce discours, que ce soit chez les philosophes, chez ceux qui en sont proches, chez leurs héritiers, chez ceux qui passent pour avoir été des anti-lumières, nous reparlerons de ces anti-lumières tout à l'heure, eh bien, il y a un point commun
qui affleure, c'est le rejet du christianisme et de son anthropologie. Derrière cela, il y a le rejet de la conception chrétienne de l'homme. Oui. Et un rejet agressif. Oui, nous n'en avons pas encore parlé, mais dans mon esprit c'était implicite, mais il vaut mieux que ça soit explicite, et je vous remercie de poser cette question. Cette vision éparpillée, émiettée de l'homme, cette désintégration de l'humanité a d'autant plus de raisons de sourire aux philosophes qu'elle bat en brèche frontalement l'anthropologie chrétienne, et notamment tout ce qui, tel qu'elle ressort notamment de la Genèse. La Genèse qui est considérée comme un amas de fables grotesques, et dont la vision anthropologique est complètement balayée par les hommes des Lumières, qui en sont, évidemment, ça contribue à les motiver, je dirais. L'idée de l'homme créé par Dieu à son image est une idée qui leur est absolument insupportable. Insupportable. Bon, pour eux, c'est une fable. Et en plus, chez Voltaire, ça le rend méchant. Il aime vraiment pas ça. Il aime vraiment pas ça. Et il aime mieux chercher son image dans le singe, dans le hibou, dans le rat. Ce sont les animaux auxquels il se compare quand il se rapproche du monde animal. Et auquel il compare éventuellement ses collègues écrivains. Je me souviens notamment de cette citation sur Jean-Jacques Rousseau. Rousseau est le singe de la philosophie qui fait des grimaces et mord, oui, et mord les passants. Saute sur un bâton, fait des grimaces et mord les passants. Oui. Oui. Définition de Voltaire. Oui. Alors, à partir du moment où on rejette l'idée de l'homme créé par Dieu à son image, eh bien, on cherche l'origine de l'homme ailleurs, avec des outils scientistes, la raison relevant d'elle seule, et très rapidement s'impose l'idée de l'origine par le singe. De cette parenté avec le singe. Alors c'est là aussi cette théorie qui va être particulièrement développée par Darwin. Oui. Elle est l'une des conséquences. Oui, elle est une conséquence. Elle est pas. Le fait n'est pas présent d'une manière très explicite, très appuyée dans la pensée des Lumières, mais la pensée des Lumières, à cet égard, est pré-darwiniste par son atmosphère. C'est une évidence, oui. Alors, ce qui est assez curieux quand on ouvre le dossier Darwin, c'est que Darwin est aujourd'hui considéré comme une autorité qu'il n'est pas bon de contester, sauf à passer pour quelqu'un d'un petit peu limité intellectuellement. Oui, pour un créationniste, par exemple. Un créationniste croyant à des fables. Et dans le même temps, l'anthropologie de Darwin conduit à des conceptions qui sont précisément celles que l'on prétend combattre, et je pense notamment au racisme. Mais oui. Il y a là une tension. Une tension, que vous faites bien. C'est un euphémisme dire qu'il y a là une tension. Comment s'en sortent les auteurs face à cette tension ? Les auteurs, je n'ai pas spécifiquement étudié cette question, mais il est évident que les auteurs, la tendance globale, c'est de glorifier Darwin pour tout ce qu'il a apporté, notamment tout ce qu'il a apporté qui permet d'échapper au christianisme, et puis de considérer qu'on exagère en voyant dans certains très graves inconvénients de certaines très graves doctrines du XXe siècle, une suite de la pensée de Darwin. Ce lien de cause à effet, moi personnellement, très naïvement, me paraît évident, mais je sais que bien des collègues seraient méchants s'ils m'entendaient le dire.
Oui, donc J'espère qu'ils ne m'écoutent pas. On va essayer d'éviter de leur donner l'occasion de devenir méchants. Ce ne serait pas charitable. Oui, il y a une espèce oui, il ne faut pas dire que Darwin est à l'origine des conséquences de son anthropologie. Et pourtant, même en feuilletant un roman, comme par exemple l'un des romans de Jean Raspail consacré à la Patagonie, on retrouve justement ce même Darwin qui voyage dans cette terre reculée, la terre de feu, le sud de la Patagonie, et on voit justement les observations finalement assez abominable que fait Darwin, qui compare ces Patagons, ces habitants de la Terre de Feu, à des créatures qui précisément sont des sous-hommes. Alors justement, est-ce qu'on peut voir là-dedans une filiation avec les Lumières? Pour vous, elle est évidente. La filiation. Mais est-ce qu'il a lu les Lumières, par exemple? La filiation me paraît évidente. Je n'ai pas spécialement étudié la question, mais oui, je suis pas dépaysé, ayant été plongé pendant des décennies dans la pensée des Lumières, et puis depuis un peu moins longtemps, mais plongé pas mal aussi dans la pensée du 19e siècle, pas spécialement Darwin, mais l'ayant un peu plus qu'effleuré, je trouve qu'il est tout à fait inséré dans la logique générale de tout cela. Je suis prêt à m'incliner si on me démontre le contraire. Ça va de soi. Donc on peut vraiment affirmer que c'est un même logiciel quant à la conception de l'homme. Oui. D'accord. On peut affirmer sous la précaution que je viens de dire, c'est que si on nous démontre le contraire, eh bien nous nous inclinerons avec une... Mais on retrouve le même matérialisme, le même nominalisme, oui. On retrouve tous ces traits qui créent Et l'idée qu'il y a plus de distance entre certains hommes qu'entre certains hommes et les animaux. On la trouve chez des philosophes, chez des penseurs des Lumières, on la trouve également chez Darwin, et on la trouve chez des auteurs du XXe siècle. Alors, tout à l'heure, vous soulignez le fait que les philosophes, finalement, les Lapons, ils n'en ont jamais vu. Ils n'ont que des récits d'explorateurs. Tout cela peut expliquer pas mal de choses. Mais il n'y a pas que les Lapons qui souffrent de cette tendance. Il y a aussi le peuple, le paysan notamment. Oui. Et là, le paysan, il est sous les fenêtres. Oui, c'est très frappant, parce que on le voit à proximité. Si on choisit d'être très, d'être très indulgent pour les auteurs des Lumières, il y a des arguments sur les populations exotiques. Et des arguments que j'ai évoqués tout à l'heure. Ils n'en ont pas vu. Ces gens-là sont loin de l'Europe. Les récits de voyageurs sont pas forcément très très rigoureux, etc. Mais lorsqu'il s'agit de sous-humaniser copieusement les paysans, on est là. Les paysans, ce sont l'immense masse des Européens de l'époque des philosophes. La multitude aveugle et bruyante, selon une citation d'Alembert. Oui, d'une manière générale, le peuple en général, la multitude aveugle, ça revient chez Rousseau, ça revient chez d'Alembert, ça revient chez Diderot. La même expression. Chez Diderot, ça vient au cœur du contrat social, la multitude aveugle. Il y a toujours le problème de savoir pourquoi le contrat social est le bréviaire de la démocratie. Je n'ai toujours pas compris. J'ai pas, sauf quand j'en vois fonctionner certaines versions, si quand même. Il y a un mépris du peuple, et ce mépris du peuple passe par une animalisation qui est souvent exprimée, c'est vrai. Un mépris et puis une crainte, parce que le rapport de force quantitatif n'est tout de même pas à l'avantage des philosophes. Non, ça pourrait très mal se passer. C'est normal, oui. Et donc, c'est humain de la part des philosophes. Et donc, l'attachement à des solutions visant à tenir ce peuple. Il est bon que le peuple ait une religion. Il est bon que le peuple croie que
croit qu'il y a un Dieu qui le guette dans l'au-delà pour le punir ou le récompenser, parce que les possibilités humaines de contrôle social, la loi, la police, etc., ça ne suffit pas. C'est insuffisant, notamment à une époque où les technologies étaient beaucoup moins développées que maintenant, je m'excuse de cette banalité. Donc que chacun soit parmi l'immense masse des imbéciles, disons-le, et le mot n'est pas de moi, il est d'eux, que chacun se croit comptable envers un Dieu qui voit tout, et donc qui voit ce qui échappe au contrôle des hommes. C'est extrêmement précieux sur le plan sociopolitique. On trouve ça chez Rousseau. Je vais prendre les deux plus importants, mais c'est pas exclusif des autres. Hein. Mais les deux, c'est intéressant parce qu'on a deux versions qui sont assez différentes, mais qui se rejoignent très bien. Chez Rousseau, le gouvernement va en être facilité. Chez Voltaire, les possédants vont en être rassérénés. Oui. C'est la nuance. Chez Voltaire, c'est plus cynique que chez Rousseau, mais chez l'un comme chez l'autre, le sentiment religieux dans le peuple, c'est de l'utilitaire. Alors on voit bien certaines citations de Voltaire disant « Il est fort bon de faire accroire mes paysans qu'il y a un Dieu vengeur, qui les punira s'ils me volent mon blé, mon vin ». On voit bien qu'il est peut-être pas l'inventeur, ça je ne sais pas s'il y avait quelqu'un avant lui, en tout cas, il a puissamment contribué à populariser l'idée de l'opium du peuple. Oui, tout à fait. Ce que Marx reproche à la religion d'être, Voltaire souhaite qu'elle le soit, et il y voit la seule utilité sociale de la religion, mais c'est une utilité majeure, et il y tient. Et une utilité qu'on retrouve formulée autour du Concordat par Napoléon, par exemple. Eh bien, avec Napoléon, la vision, la vision utilitaire de la religion catholique, puisqu'il faut bien se résoudre finalement à la conserver, après avoir essayé des religions plus ou moins laïques, les religions idéologiques, la théophilanthropie, l'être suprême, quand je dis etc., il n'y en a pas 36 autres quand même. Après avoir sombré dans le ridicule en essayant de faire autre chose, eh bien, contentons-nous, dit en son fort intérieur Bonaparte, de la religion qui existe, à laquelle tout le monde l'immense masse de la population est attachée, qu'on se donne un mal énorme à vouloir essayer d'éradiquer, ce qui est stupide. Utilisons de cette religion les vertus socialement intégratrices, et comme elles apparaissent particulièrement fortes dans le catholicisme, eh bien, allons-y. Et c'est vrai que pour moi, Voltaire, la religion de Voltaire et le Concordat de Bonaparte, c'est vraiment le même combat. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, Bonaparte avait qualifié la religion catholique non pas de mystère de l'incarnation, mais de mystère de l'ordre social. Oui. Oui, appelant les évêques mes préfets violets. C'est une expression qui dit beaucoup de choses. Oui. Il y a un bon concentré de conception dans ces trois mots. Et disant clairement que si c'était trouvé ailleurs, il aurait favorisé la religion de l'endroit. Ce qu'il a d'ailleurs commencé à mettre en pratique en Égypte, puisqu'il fallait que son armée se convertisse à l'islam. Et il y a notamment, c'est le général Menou qui s'était... Abdallah Menou. Qui s'était converti. Oui. Abdallah Menou. Il n'y a pas que la religion qui permet de tenir le peuple, il y a aussi la peur du gibet. Donc une ligne très répressive à l'égard des humbles. Il y a une ligne très répressive à l'égard des humbles, je ne peux pas le dire mieux. Et puis la méfiance à l'égard de l'instruction. Il vaut mieux pas que ces gens-là soient instruits.
Oui, ça va de soi, oui, pour tout ça, toujours pour Voltaire. Voilà. Et Voltaire en veut à l'Église d'instruire le peuple. Il trouve que c'est une absurdité totale. Je reviens un peu en arrière, parce que pour ce qui est de la répression pénale, là encore, Voltaire passe pour un précurseur sur un tas de choses, pour des raisons qui sont largement des apparences, qui ont un petit peu de réalité tout de même, mais qui sont largement des apparences. Et Voltaire, en réalité, est hyper répressif et il est d'un cynisme pour la répression très musclée du peuple et du bas peuple qui est tout à fait frappante et tout à fait en opposition, en dérogation avec l'image que l'on donne de lui. Une fois de plus sur ce sujet-là. Dans Voltaire méconnu, vous insistiez sur son, vous traitiez cet aspect de sa personnalité de consommateur de lettres de cachet. Oui, c'est un grand consommateur de lettres de cachet. Bon, à strictement parler, c'est pas le pénal, mais enfin, c'est la répression. Oui, bien sûr, et je lis encore. J'allais dire presque journellement que des louanges décernées à Voltaire pour avoir combattu la lettre de cachet. Voltaire en a usé et abusé. Et d'une manière assez sordide. Enfin, il a essayé de faire enfermer notamment des jeunes auteurs, et il a réussi avec l'un d'entre eux, La Baumelle. La Baumelle, un jeune auteur huguenot qui s'était permis de critiquer un de ses livres. Oui, il s'était quand même un petit peu moqué de lui. Oui. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Donc ça lui a coûté 20 mois de Bastille. Oui, et 20 mois pendant lesquels il ne savait pas si ça ne durerait pas plus longtemps. Et Voltaire trouvait que c'est-à-dire ça n'avait pas duré assez. Il trouvait que ça n'avait pas duré assez, et quelques années plus tard, Voltaire est revenu à la charge et a essayé de le faire enfermer définitivement. Et ça n'a pas marché, mais La Baumelle n'emmenait pas large. Et puis il y a autre aspect, le labeur constant auquel on veut soumettre le peuple. Et là, il y a un aspect économique que Paul del Perugia avait mis en valeur dans son Louis XV, à savoir la rencontre entre ce discours anthropologique tenu dans les salons et puis d'autre part les intérêts concrets puissants des possesseurs de plantations aux Antilles ou des tout premiers industriels de la révolution industrielle commençante. Oui, et puis tout simplement des maîtres de domaine faisant travailler des paysans comme c'était le cas de Voltaire. Donc il y a le travail là est ce thème est à double face. Plus l'homme travaille, moins il est dangereux. Je cite là le propos d'un législateur sous le consulat. Plus l'homme travaille, moins il est dangereux. Cette considération n'échappera pas à la sagesse du gouvernement. Plus l'homme travaille, moins il est dangereux. Ça, évidemment, c'est une idée de Voltaire. Et Voltaire insiste sur l'idée que les gens doivent travailler et travailler constamment pour ne pas avoir le temps de se poser des questions. Et quand ça s'arrête, eh bien, ils sont trop fatigués pour faire autre chose que dormir et se préparer à travailler à nouveau demain. D'où d'ailleurs le combat de Voltaire contre les fêtes chômées, les fêtes chômées qui étaient effectivement peut-être un peu nombreuses sous l'Ancien Régime. Enfin, je voudrais choquer personne, mais elles étaient effectivement très nombreuses. Voltaire a mené un combat très fort contre cela, parce qu'il fallait pas que le peuple s'arrête de travailler. Et puis l'autre face, et Voltaire lui-même est une bonne incarnation de ce diptyque. C'est que c'est rentable pour les gens qui font travailler les autres que le travail soit soutenu, abondant et le moins possible interrompu. Et Voltaire le dit très clairement un certain nombre de fois. Alors il y a un thème que vous abordez également à propos de ce mépris du peuple, c'est la question de la conscription. Ce peuple qu'on méprise, finalement, on lui fait beaucoup d'honneur en l'envoyant sur les champs de bataille, et on peut s'en servir comme chair à canon
qui ne vaut guère mieux, peut-être même moins que les chevaux que l'on envoie dans le même but Alors ça service. Ça, c'est l'aboutissement révolutionnaire. La vision des masses d'hommes comme chair à canon est tout à fait en harmonie avec l'anthropologie matérialiste des Lumières, telle que nous parlions tout à l'heure, et sous-humanisante des Lumières, parce que ce qu'on fait tuer n'a pas une si grande importance. Et puis il y a la vision, une vision utilitariste de cette masse qui est disponible. Alors j'ai dit chair à canon, l'expression ne va apparaître qu'à la fin de la période, en 1814. Nous la devons à Chateaubriand. Elle dit remarquablement ce qu'elle veut dire, mais l'idée est très présente évidemment dès la Révolution, avec sa levée en masse générale et puis ensuite la conscription obligatoire, qui permettra à Napoléon, lui-même très imprégné de cette anthropologie des Lumières, de briller dans certains types de compétitions sur les chats à travers l'Europe. Grand consommateur de conscrits, de petites espèces, comme il lui arrive de dire. Il lui arrive de dire, oui, notamment le soir des lots. Pour se consoler, je crois pas que ça soit le soir des lots, je ne sais plus exactement que cette expression-là vienne spécialement, mais à l'issue d'une bataille spécialement coûteuse en hommes, il retournait des pieds quelques cadavres en disant c'est de la petite espèce pour se consoler. Oui. Alors il est intéressant de mettre en parallèle ce comportement et ce propos avec un autre propos tenu finalement à peine 60 ans plus tôt par Louis XV le soir de la bataille de Fontenoy, douchant l'enthousiasme du dauphin devant les pertes anglaises et lui faisant la leçon en lui disant « Voyez mon fils ce qu'il en coûte de gagner une bataille et rappelez-vous que le sang de nos ennemis est avant tout le sang d'hommes et que la vraie gloire est de savoir l'épargner. » Oui, vous faites très bien de rappeler ça, je vous remercie de le rappeler ici. J'ai trouvé des choses analogues de la part de Catherine II, lorsque Voltaire s'enthousiasme de manière avec une indécence hallucinante des massacres de Turcs qui résultent des victoires de Catherine II dans sa guerre contre eux. Il arrive que de temps en temps, on sente que l'impératrice est gênée, elle lui fait la leçon, et elle lui dit par exemple « Ce sont des hommes qu'on tue, monsieur ». Et je crois qu'il y a une autre phrase où elle lui dit « La guerre est une chose sérieuse, monsieur ». Peut-être, oui. Il y a plusieurs occurrences qui sont. Et quand elle ajoute monsieur, c'est un signe. C'est qu'elle n'est pas contente. Oui. Vous écoutez Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Philippe Pichot-Bravard reçoit en compagnie de Thibaut Corsaire le professeur Xavier Martin pour parler de son dernier livre Naissance du sous-homme au cœur des Lumières, ouvrage publié aux éditions Dominique Martin-Morin. Alors, ce qui est étonnant, c'est le traitement historiographique de tout ça. Parce que le dossier est tout de même massif. Vous-même, vous avez écrit 400 pages sur le sujet, en allant à l'essentiel. Et pourtant, l'historiographie est non seulement silencieuse, mais très largement déformante. Et vous consacrez, d'une manière tout à fait nouvelle, par rapport à vos autres livres, un chapitre entier à cette question historiographique, notamment en traitant de cette notion trompeuse d'antilumière. Oui. Où vous montrez finalement deux points. Le premier, c'est que les auteurs que l'on rattache aux antilumières, finalement, ont les mêmes conceptions que les Lumières, et que des auteurs héritiers des Lumières que l'on ne range pas dans les antilumières disent la même chose que les antilumières sur ces questions-là. Alors qu'ils sont exactement leurs contemporains. Donc, oui. Et vous citez dans cette catégorie, on a parlé tout à l'heure de Darwin, mais vous citez notamment Littré, Jules Ferry et Jean Rostand.
Oui, qui est plus récent, mais qui est un très bon exemple, puisqu'il est un concentré de tout cela. Oui, j'ai été conduit à rédiger ce chapitre sur les anti-lumières. Ça me paraissait un aboutissement logique. Alors, est-ce que vous pourriez rappeler juste rapidement ce qu'on entend par anti-lumière? Alors, les anti-lumières, ce qu'on entend par anti-lumière, c'est le courant porté à déshumaniser certaines catégories d'humanité, ou à sous-humaniser ou à déshumaniser certaines catégories d'humanité, et qui va permettre certains grands massacres au XXe siècle. Et en principe, on ne vise pas d'ailleurs les massacres communistes, en l'occurrence. On vise une autre sorte de grands massacres. Ceux qui se sont passés un peu à l'est du Rhin. Voilà. Et alors, il paraît logique de rattacher les doctrines qu'il est difficile de ne pas nommer par leur nom, la doctrine nationale socialiste. Il paraît logique de la rattacher à des anti-lumières qui naîtraient vers la fin du 19e, chez des auteurs comme Vacher de Lapouge ou Jules Soury, qui écrivent des choses effectivement très j'essaie d'éviter les qualificatifs trop forts, mais enfin ils écrivent des choses très horribles et qui vont avoir qui apparaissent effectivement, qui ont toutes les apparences d'être la cause de choses très graves ensuite. Le problème, c'est que qualifier cela d'anti-lumière ne tient pas debout, ça ne tient pas debout, ça ne tient pas la route. Les gens que je viens de citer, si on étudie un peu leurs écrits, ce que je me suis permis de faire pour l'occasion, on y retrouve tout simplement la pensée des Lumières, l'anthropologie des Lumières, c'est ce que une historiographie actuelle de tout cela appelle les anti-lumières. Donc il y a un lourd problème. Et avec parfois des références explicites aux auteurs. Explicites aux auteurs, j'allais le dire, quand on lit leurs écrits, donc références explicites aux auteurs, quand on voit leur biographie intellectuelle, on voit qu'ils sont nourris des Lumières. Donc il n'est pas surprenant que ces gens-là, étant des héritiers des Lumières, aient écrit les mêmes choses très regrettables que les Lumières. Ce qui est surprenant, c'est que les conséquences très graves que ça a pu avoir soient imputées reçoivent l'étiquette d'anti-lumière. Ça ne tient pas debout, c'est absurde. C'est d'autant plus absurde que des contemporains, vous y faisiez allusion tout à l'heure, mais je vais essayer d'être plus précis, des contemporains de ces gens-là, à la fin du 19e siècle, qui eux passent pour des gloires de l'histoire de l'humanisme, etc., disent exactement la même chose que ces prétendus qualifiés d'anti-lumière. Alors on a parlé tout à l'heure de Jules Ferry, vous décortiquez aussi le cas d'Émile Littré. Oui, j'ai décortiqué le cas d'Émile Littré un peu fortuitement au fil de mes extensions bibliographiques. Le cas de Littré m'a paru extrêmement intéressant. Il m'a paru d'autant plus intéressant que c'est un personnage très attachant. Ce personnage très attachant qui est j'allais dire un mot qui est trop péjoratif pour lui, j'allais dire un fanatique des Lumières, enfin il est un amoureux inconditionnel des Lumières, il est très anticlérical, il a une vision de l'homme qui est celle des Lumières. Et lorsque dans son grand dictionnaire, j'ai trouvé par hasard au mot négrito, population des îles de la Sonde, de très bas degré anthropologique, ça m'a beaucoup. Enfin, j'ai remercié la Providence de m'avoir mis cette notice sous le nez parce que je cherchais pas spécialement et je croyais pas que des choses comme ça se trouvaient dans le dictionnaire de Littré. Et c'est notamment à partir de là que j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus sur Littré. Et Littré, qui par ailleurs tout en étant très anticlérical et très
tolérant de caractère. C'est un homme doux, tolérant, très savant, et qui était notamment très tolérant avec son épouse et sa fille, qui étaient des catholiques pratiquantes. Enfin, il n'y a jamais eu de problème à ce sujet-là. Eh bien, Littré est un imbu des Lumières et répercute l'anthropologie des Lumières, tout simplement, dans ce qu'elle a de réducteur et dans ce qu'elle a de sous-humanisant, le négrito de très bas degré anthropologique. Et puis alors, vous décortiquez aussi un autre exemple qui est celui de Jean Rostand, un peu plus proche de nous, oui, que vous montrez aujourd'hui on parle d'icône des droits de l'homme, mais qui en nie l'existence concrète. Il est une icône des droits de l'homme. Son nom est attaché à de nombreux établissements d'enseignement, comme celui de Jules Ferry d'ailleurs. Et Jean Rostand est un concentré de cette pensée des Lumières, dont il est un grand admirateur. Il a le grand mérite d'être un matérialiste conséquent, parce qu'il non seulement il ne cherche pas à estomper la portée réductrice de tout ça, mais au contraire, il a une espèce de jubilation à l'exprimer, avec une petite pointe de provocation. Je ne mets pas du tout en cause d'ailleurs comme pour Littré, c'était probablement quelqu'un d'attachant c'est un esprit qui, scientifiquement, est un esprit très, très honnête. C'est bien la raison pour laquelle il tire des conséquences horribles. Alors, il n'a pas l'air de réaliser que c'est horrible, les conséquences qu'il tire, des convictions qui sont les siennes, et que son expérience de savant semble fortifier en lui. Et c'est très frappant, et c'est d'autant plus frappant qu'il exprime des choses gravissimes en matière d'eugénisme après la Seconde Guerre mondiale. Et il ne voit pas le rapport avec des choses récentes qui se sont passées. Oui, et on voit chez lui ce matérialisme qui le conduit à défendre non seulement ces conceptions-là, mais également d'autres conceptions gravement attentatoires à la vie humaine, qui sont au cœur des législations actuelles. Ah bah, tout à fait. Alors, Jean Rostand, c'est sous l'angle des anti-lumières que je prends. Visiblement, les historiens contemporains qui ont d'ailleurs, je pense à certains d'entre eux, et sont des historiens de talent, mais sur ce point-là, je ne suis pas du tout d'accord avec eux, qui décortiquent la notion d'anti-lumière, sortent un certain nombre de critères auxquels Jean Rostand correspond parfaitement. Il correspond parfaitement, alors qu'il est une des gloires de l'idéologie des droits de l'homme dont il niait la possibilité, ce en quoi il était très cohérent. Oui, en établissant, en affirmant que finalement entre l'homme et la limace, il n'y a pas de différence de nature, mais une différence de degré. Voilà, exactement. Il est très clair et très insistant à ce sujet-là, et il est même assez heureux de le dire et de le répéter. Alors, il y a une troisième catégorie de victimes dont malheureusement nous n'aurons pas le temps de parler, ce sont les femmes. Mais les femmes aussi sont considérées comme une espèce à part. Alors, il y a tout un chapitre sur les femmes, oui. Il y a une sous-humanisation pour aller vite, retrouvons la Genèse, là, la vision de la complémentarité des sexes et de la vocation à l'harmonie entre les sexes est complètement étrangère à la pensée des Lumières. Et il y a une dissociation, une tendance à la dissociation, même à la disjonction en certains passages entre l'homme et la femme, avec l'idée d'une infériorité féminine, et même l'idée non seulement d'une infériorité féminine, mais d'une densité humaine
moindre, un peu moindre ou nettement moindre chez la femme que chez l'homme. Avec une incapacité à réfléchir, une incapacité à s'occuper des affaires publiques et même de ses propres affaires, d'où la législation napoléonienne. Oui, bien sûr, oui. Qui fait passer la femme de la tutelle de son père à celle de son mari. Oui. Et cet antiféminisme commence tôt, sous la Révolution, très, très fortement, puisque l'exécution de Marie-Antoinette, l'exécution de l'âme de Gouges, l'exécution de Madame Roland, tout ça c'est dans un peu les mêmes jours, et ça relève d'un climat antiféministe qui est le même, et les trois exécutions sont l'objet d'un petit article à la une du Moniteur, qui est un peu le journal officiel du moment, où il est dit que ces trois exécutions sont un avertissement pour les femmes. Et une invitation à rentrer chez elle et à ne plus s'occuper des affaires publiques. Exactement. Bien, un grand merci, professeur, pour ces développements très éclairants. Je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Naissance du sous-homme au cœur des Lumières, les races, les femmes, le peuple, publié aux éditions Dominique Martin-Morin, ouvrage que les auditeurs de Radio Courtoisie retrouveront avec vous-même le 15 juin 2014 à la fête de la courtoisie au comptoir de l'abbé Laurence. Bon dimanche à tous les auditeurs.